Nous sommes l'étoffe dont sont faits les rêves, et notre vie s'achève par un long sommeil. Prospero. S'il y a bien une chose que mon chemin dans les univers de l'imaginaire m'a montré, c'est que l'imaginaire de l'homme est un berceau créatif incroyablement fertile. Entre génie incompris, artistes talentueux ou créateurs torturés, les facettes de l'art ne sont qu'à l'image de la différence d'âme peuplant nos esprits. Tous les mêmes, mais habités par différents rêves. Je suis habité par mes rêves et au sein de mon esprit habite un multivers peuplé de milliers de choses fabuleuses, toutes bloquées par les frontières de mon imaginaire. L'étoffe dont sont faits les rêves. Je rêve, donc je suis. Lorsque je me mets à explorer mes propres univers afin d'écrire un scénario et le faire jouer, je dépasse mon cadre restreint de voyageur et je deviens le démiurge total qui crée, l'alpha et l'oméga, l'éros et le thanatos. Je suis tel un dieu suprême, coincé dans ma condition de mortel, car mon imaginaire si fertile n'est accessible qu'à moi seul. Ma seule possibilité est de mettre sur le papier ce qui fera l'histoire de mes joueurs. Je suis ce qui habite mon esprit. Ce monde infini peuplé par mes créations est ce que je transmets à ma table lorsque je fais du jeu de rôle. Elle est l'essence de ma narration. Qu'arrivera-t-il lorsque je passerai de l'autre côté de la rivière ? Que va-t-il être transmis de moi une fois rongé par les vers et oublié par mes proches ? Quelle aura été ma trace dans le bref instant où j'ai pu exprimer ma passion à travers cette bulle si fragile sur Internet ? Cette question me torture et m'effraie, comme elle a torturé et questionné l'humanité sur la place qu'elle occupe depuis toujours. Qu'advient-il après la mort ? Je me souviens de ce petit hobbit se tournant plein de crainte vers la seule personne qui puisse lui répondre face aux dernières portes de Minas Tirith et demander « Je n'imaginais pas que tout cela finirait comme ça ». Mon rapport à la mythologie est très étrange. J'ai toujours vu ces textes fondateurs comme de vieux ouvrages un peu trop poussiéreux, tentant encore et toujours de survivre en se réinterprétant à l'infini, nivelant son propos par le bas afin d'être compris par le public mainstream trop paresseux que pour aller plus loin, et comprendre le vrai sens derrière chacun de ces messages. Je sais maintenant que j'avais tort. Ce n'est pas le mythe qui me posait problème, mais bien l'incohérence entre mon rapport à la mythologie, comme une tentative de me montrer une nouvelle facette d'un jeu que je connais déjà depuis trop longtemps. Les couleurs changent, mais le rêve reste le même. Nous sommes donc bel et bien faits de l'étoffe dont sont faits les rêves, comme disait Prospero. Et aujourd'hui, nous marchons sur la voie du plus ancien des rêves. Mesdames et messieurs, nous allons parler de mythologie. Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Finir ? Non, le voyage ne s'achève pas ici. La mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre. Le rideau de pluie grisâtre de ce monde s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent. Alors vous les verrez. Quoi ? Gandalf ? Voir quoi ? Les rivages blancs. Et au-delà, la lointaine contrée verdoyante, sous un fugace lever de soleil. Alors, ça ne va pas si mal ? Non. Non, en effet. Durant mon voyage dans les paysages de l'imaginaire, une question se pose régulièrement à propos de mon travail. Faut-il commencer par explorer l'origine de la fantaisie pour en comprendre la finalité ? Ou peut-on simplement sauter dans le train alors qu'il fonce à toute vitesse ? Dois-je vous expliquer les codes pour comprendre l'intérêt à se pencher dessus ? Faut-il commencer par la base pour en savourer les multiples formes qui en sont venues par après ? Personnellement, j'aimerais vous faire traverser le monde de l'imaginaire dans la manière où il s'est présenté à moi. Mais je dois tout d'abord vous montrer les premiers gestes sacrés et vous initier aux rituels qui sont ceux qui baignent les brumes de l'esprit. Je prends la décision de vous présenter les choses pas à pas pour rejoindre le club commun que nous partageons, vous et moi. Car oui, que vous le sachiez ou non, vous et moi avons cette chose en commun,
un imaginaire qui ne demande qu'à être exploré. Et la mythologie est un sujet vaste mais intéressant de découvrir pour comprendre l'engouement et l'évolution de ces univers. Je vais essayer de vous faire voyager sous ces différents aspects et vous expliquer pourquoi je dédie notamment mon amour pour le jeu de rôle à ce type de texte, quel est son lien avec ma pratique et mon art de la narration. Le projet sera bien évidemment incomplet car rien n'est jamais parfait, mais ce que vous avez devant vous est une belle manière de saisir les nuances de la fantasy actuelle. Prenons le temps de regarder les étoiles et partons dans le passé. Chers amis voyageurs, il est de mon devoir en tant que guide de vous prévenir qu'avant de se plonger à corps perdu dans ce rapport entre fantasy et mythologie, il faut que je vous mette en garde sur le cadre global de la fantasy et de la mythologie. Comme je vous disais dans la vidéo Introduction à l'encre de nos rêves, la définition de la fantasy en littérature se voit comme un genre divertissant, aux dimensions mythiques, qui justifie l'inexplicable par l'utilisation de magie dans le cadre de mondes secondaires. Si aucun de ces concepts ne fait écho chez vous, c'est que vous allez devoir regarder la capsule de voyage précédente avant de continuer celle-ci. La mythologie, c'est une histoire de croyance dans un premier temps. Les hommes ont toujours voulu avoir des réponses à leurs questions, et la création des dieux donne des réponses plausibles et du sens à des choses inexplicables tout en répondant à leurs angoisses les plus profondes. Elle a pour but d'expliquer la création et la destruction de l'univers, de parler de son fonctionnement par le biais des dieux jusqu'à son inexorable fin. Mais la mythologie parle surtout de la place de chaque élément de la société, de la liberté de créer et de détruire. Je vous parlais de l'éros et du thanatos, la pulsion d'amour et de mort dans l'introduction. La mythologie pousse son auditeur à comprendre ce qui est accepté ou non dans sa civilisation et pourquoi les choses sont ainsi. Il n'y a qu'à regarder la différence entre Spartiates et Athéniens pour voir qu'une civilisation peut évoluer différemment selon sa base mythologique. Le choc des cultures faisant toujours naître de nouvelles idées et permettent d'assouplir celles établies. La mythologie est certes un précurseur de la fantasy actuelle et elle a littéralement baigné notre imaginaire de ces textes, mais nous devons parler de la différence majeure entre les deux, la notion de fiction. La notion de fiction, par définition, est le degré d'immersion ou de rapport au réel vis-à-vis d'une œuvre fondée le plus souvent sur des faits imaginaires, et il faut replacer le texte dans le cadre de son époque pour comprendre si cette notion est présente ou non. Si, de nos jours, vous lisez de la mythologie au même degré de fiction que vous lisez du Tolkien ou du Sanderson, il est très important que vous replaciez le texte mythologique dans son époque et selon ses objectifs qu'il avait pour celui à qui il s'adressait. La fantasy est à but divertissant, mais la mythologie non. La notion de fiction est déterminante pour comprendre si l'auteur voulait nous divertir ou s'il est très sérieux dans son propos. Et il est impossible de lire ces textes actuellement par nos cerveaux éduqués et instruits du XXIe siècle de la même manière dont il était perçu à leurs origines. Ce décalage d'interprétation, c'est la notion de fiction. Ce que l'homme explique, il le tue. La foi en ces mythes fondateurs de civilisations et grands organisateurs de populations ont permis à l'homme d'accepter son destin car il s'agit là de Dieu, approuvant ou non les actes des mortels et établissant un ordre. La mythologie joue alors son deuxième rôle, celui d'identité de civilisation. Le récit mythologique donne sa spécificité à la population à qui il s'adresse. Il donnera ou justifiera la raison d'exister de la civilisation à qui il s'adresse en donnant ses mythes fondateurs et ses héros où l'histoire des dieux croisera celle des hommes pour façonner la civilisation et ses valeurs. De cette manière, le mythe sera à la fois le gardien de l'ordre social en structurant la société et la foi de ceux qui y vivent. Les mots mythe et mythologie sont donc des mots pour désigner des textes fondateurs et les croyances culturelles d'ailleurs. Formé par la racine grecque mythos, le terme de mythe et de mythologie apparaissent bien plus tard. Le terme de mythologie apparaît au XVe siècle pour définir les textes fabuleux de jadis. Le terme mythe apparaît seulement au XVIIIe siècle pour remplacer le mot fable utilisé jusqu'à présent. Ce terme de fable sous-entend que le texte est faux, or les cultures anciennes ne le voyaient pas de cette manière. Quand vous dites mythe ou mythologie, vous emportez avec vous l'ensemble des codes, des œuvres et des croyances peuplant cet imaginaire. La charge de ce mot se veut beaucoup plus profonde.
Et là, vous commencez à comprendre le vertige fabuleux de se balader dans cette ère de l'imaginaire que je vous propose. L'imaginaire n'est qu'une question de symboles et de codes qui, une fois ouverts et compris, sont des fenêtres infinies vers de nouveaux mondes. Ici, chaque terme est particulier et demande d'en prendre la juste valeur. Vous vous en doutez, la mythologie n'a pas magiquement traversé les époques pour devenir la fantaisie de nos jours. Tout d'abord, il faut savoir que l'apparition des cultes monothéistes a littéralement fait disparaître les cultes antiques à peu près partout où ces nouveaux cultes se sont développés. Remplaçant ou adaptant les mythes de jadis par de nouveaux mythes, il faudra attendre le Sturm und Drang, la tempête et la passion, du romantisme naissant au XVIIIe siècle pour voir les auteurs se replonger dans ces mythes de jadis. Le romantisme, je ne pourrais vous expliquer et vous faire découvrir la beauté de ce mouvement dans cette vidéo. Laissons cela de côté et contentons-nous d'une explication plus simple nécessaire à faire avancer notre histoire mythologique. Je vous la fais en très simple. Le romantisme se caractérise par une volonté de l'artiste à explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme. Il est une réaction du sentiment contre la raison, exaltant le mystère et le fantastique. Le romantisme cherche l'évasion et le ravissement dans le rêve, le morbide et le sublime, l'idéal ou le cauchemar à travers une sensibilité passionnée et mélancolique. Par essence, il s'oppose à la raison et proclame le culte du moi, l'expression des sentiments jusqu'aux passions. Et c'est durant cette période industrielle du XVIIIe siècle que la mythologie revient entre les mains d'hommes et de femmes amoureux et demandeurs de tradition dans une société moderne où l'on voit toutes les conceptions humaines s'effacer pour laisser place à l'industrie toujours plus vorace. Cet intérêt pour le mythe va pousser les porteurs du romantisme à traduire, redécouvrir et réécrire les textes mythologiques, notamment à la manière de William Morris qui traduira les sagas islandaises et les textes grecs de l'Énéide et de l'Odyssée à la fin du XIXe siècle. C'est dans ce terreau formidable du romantisme que les prémices d'un genre nouveau apparaîtra au début du XXe siècle, la fantasy. L'intérêt de la fantasy pour la mythologie ne s'est pas tari depuis ses prémices au XIXe siècle. Si des auteurs comme Lord Dunsany, auteur du livre Fantasy, Les dieux de Pegana en 1905, à peu près 25 ans avant Tolkien, ou bien des auteurs comme Tolkien justement, Robert E. Howard et de plus jeunes auteurs comme Rick Riordan et Neil Gaiman s'inspirent tous ouvertement de mythes de diverses origines pour leurs récits. De la mythologie scandinave au texte mythologique japonais, les grands ensembles mythologiques sont extrêmement présents dans la fantasy de manière souvent simplifiée et fusionnée avec l'œuvre qui les utilise. En témoignent les bestiaires de jeux de rôle comme Donjons et Dragons et ses nombreuses créatures venues de toutes les mythologies, ou l'héritage dont bénéficient les jeux vidéo comme la série des Final Fantasy par exemple. Les mythes ont laissé une trace immuable dans notre imaginaire, et il n'est pas rare d'y rencontrer des habitants venus tout droit d'anciennes cultures, au détour d'un donjon ou de salles obscures alors qu'on s'enfonce de plus en plus vers les profondeurs d'un monde fantasy. On retrouve notamment des références mythiques dans certaines œuvres clés de la fantasy. Ce procédé permet au lecteur de faire écho à son imaginaire sans spécialement devoir tout connaître sur l'endroit mentionné. C'est le cas de l'âge iborien de Robert E. Howard avec son puissant Conan le Cimérien, où l'inspiration mythologique de certains lieux laisse imaginer clairement quelle civilisation y habite. Asgard, Vanaheim, la Stygie et son fleuve Styx. L'héritage du mythologique offre à l'amateur de fantasy un champ à explorer qu'il maîtrise globalement, facilitant la compréhension et donc l'immersion dans ce monde. Vous pouvez vous imaginer dans une œuvre plus facilement car les références font écho à des choses que vous connaissez. La preuve, si je vous dis Minotaure, Centaure, Harpie ou bien Kraken, vous avez tous plus ou moins une idée de quoi il s'agit car l'héritage de ces mythes reste encore très exploité actuellement. En dehors des emprunts mentionnés un peu plus tôt, la fantasy puise à sa source mythologique une de ses branches baptisée la myth fantasy. La myth fantasy faisant la part belle à la narration mythique, cette catégorie reprend et réécrit des récits mythologiques de manière plus ou moins fidèle et les adapte au code de la fantasy. Les exemples sont Légion, la trilogie du Minotaure de Thomas Burnett Swan, ou War of the Gods de Paul Anderson, directement inspiré de la geste des Danois de Saxo Grammaticus au début du XIIIe siècle.
L'écriture de ces mythes, fantasy, se voulant différents des récits mythologiques de notre monde, ils sont là souvent pour appuyer une œuvre de fiction et lui donnent plus de crédibilité et de profondeur, car la présence de mythes permettant de justifier le monde imaginé et de répondre au besoin de connaître ses racines. Sur ces rivages mythiques fantasy, on y croise des monolithes du genre, encore reconnus aujourd'hui comme le Silmarillion de Tolkien, où l'on découvre la genèse de l'univers d'Ea, ainsi que Arda et sa terre du milieu. Mais encore, des explorateurs comme Robert Jordan et son mégamythe de la roue du temps, qui veut être vraisemblable et étrangement proche de notre monde à nous. Dans la myth fantasy, on ne se contente pas de réécrire ou inventer des histoires, on tente de les faire fusionner avec une forme de réalité que nous ne connaissons pas, mais qui est totalement expliquée et justifiée à travers le mythe. La fiction devenant une réalité pour notre esprit au même titre que les textes d'autrefois. Ainsi se pose une question très intéressante à laquelle je consacrerai une vidéo. La fantasy est-elle la mythologie des temps modernes ? Si la fantasy s'inspire de la mythologie pour donner cette dimension mythique à certains de ses propos, elle ne constitue pas pour autant une croyance ancrée dans nos cultures, car le rapport de foi est absent et la notion de fiction fait le tri entre les deux. Par contre, le rapport entre mythe et fantasy peut servir de base pour réécrire l'histoire des anciens dieux, comme c'est le cas dans l'excellente série American Gods, où l'on raconte l'histoire des dieux d'avant déclinant petit à petit face aux croyances et aux traditions modernes comme l'économie, les médias ou l'informatique. Neil Gaiman offre une réflexion via American Gods sur le sens des croyances importées par les différentes vagues d'immigration sur le sol américain et sur leur implication dans le monde d'aujourd'hui. La série propose une réelle réflexion sur le rapport entre modernité et tradition, car les dieux ne vivent que via les hommes qui croient en eux. Et s'ils venaient à être remplacés par de nouveaux dieux dans leur cœur, ils disparaîtront. La fantasy joue alors un rôle de relais culturel. Mais la question des mythologies modernes est très intéressante car comme le cite Alt236 en début de ses vidéos, parmi toutes les œuvres qui peuplent notre imaginaire, certaines proposent la découverte d'un monde singulier, avec ses lois et ses principes, ses codes et ses symboles. Une fois réunis, tous ces éléments constituent une mythologie. Bienvenue dans les paysages de l'esprit, vous regardez Mythologix. On retrouve énormément de mythologies modernes et pas uniquement dans la littérature. On peut notamment citer les mythologies qui ont inspiré le cinéma, notamment avec la série certes questionnable de films comme Alien et la question de la création, la mythologie qui entoure certains films d'horreur et leur figure éternelle du mal absolu comme Freddy Krueger, Michael Myers, l'univers de Silent Hill, Hellraiser. Le jeu vidéo n'est pas en reste non plus. Bloodborne du studio From Software, The Last Guardian de Fumito Ueda, qui nous aura aussi donné Ico et Shadow of the Colossus, sont tout autant d'exemples de création ou de réécriture de mythes s'adaptant aux médias dans lesquels ils évoluent pour nous transmettre la dimension mythique de leur création. En se penchant notamment sur le manga, on se rend compte qu'ils réinterprètent et recréent aussi la mythologie. On citera notamment Ulysse 31 et son voyage spatial retraçant l'Odyssée, Noragami et Bleach autour de la question et la structure du monde par des dieux, Saint Seiya, Naruto, One Piece, Demon Slayer sont toutes des réinterprétations ou des références aux différents mythes dont ils s'inspirent, des mythes dans différentes civilisations. Les amateurs de ces œuvres ont tous une chose en commun. À un moment ou à un autre, ils ont voulu en apprendre plus sur l'univers qui entoure ces créations en cherchant des informations là où elles sont disponibles. Car, en tant qu'être humain, on a besoin de comprendre ce qui nous intéresse et nous touche. Il est impossible pour nous d'accepter d'être face à l'incompréhensible, on a besoin de plus pour nourrir son imaginaire. Ce besoin de compréhension est l'essence même de la pulsion de création pour donner du sens à ce qui nous entoure. Nous sommes là pour comprendre ces univers si plaisants dont on veut en connaître chaque recoin, comme si la réalité n'apportait pas de réponse à nos angoisses. De n'être personne dans une société qui nous ressemble de moins en moins. La mythologie a donné son aspect mythique à la fantasy. Ce rapport de l'imaginaire au sacré donne cette particularité à ce genre. Par exemple, on ne croit plus aux dieux dirigeant la foudre, mais on est prêt à vouloir y croire à nouveau, car l'imaginaire nous semble plus beau que la réalité. Le rêve dépassant notre cadre de mortel.
En transmettant et en réinterprétant les mythes, la fantasy joue aussi son rôle de transmission culturelle et permet à nos plus jeunes d'en comprendre le sens via les médias que sont Internet, le cinéma, les séries et les autres formes d'art plus classiques. Certes, nous n'y croyons plus comme vérité totale, mais l'appel du rêve et le besoin de s'y plaire est bien plus important pour nos âmes angoissées que d'avoir toutes les explications du monde, car bien souvent, les réponses de la société à nos angoisses sont bien pires que les angoisses elles-mêmes. Nous avons besoin de compléter et de nourrir notre imaginaire, ce qui fait sens à la mythologie moderne, car nous avons peur d'accepter que la vie soit peut-être simplement qu'une suite de hasards et que notre cerveau ne puisse accepter cette réalité. Les méthodes changent, mais les questions restent les mêmes. La mythologie continue de faire son chemin dans notre cœur et dans notre esprit pour nourrir l'imaginaire des hommes et des femmes qui seront sensibles à ces messages. Personnellement et très honnêtement, je suis curieux de voir quels seront les messages que les dieux et les héros d'avant transmettront d'ici quelques années. Quelles seront les réinterprétations de ces textes mythiques pour justifier le cadre social dans lequel ils seront réutilisés encore une fois. Je peux me permettre de croire que ces textes très anciens continueront de faire rêver et inspirer les créateurs de demain pour les siècles et les siècles à venir. Et voilà, c'était Nighterion pour Fréquence Fantasy. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu à la vidéo et à vous abonner, mettre une petite donation sur Tipeee si vous avez les moyens ou s'abonner via Twitch pour soutenir le projet. Et moi je vous dis à la prochaine fois et on se revoit très prochainement pour de nouvelles aventures.